Le pied de momie de Théophile Gautier. J'étais entré par désœuvrement chez un de ces marchands de curiosités, dit marchands de bric-à-brac dans l'argot parisien, si parfaitement intelligible pour le reste de la France. Vous avez sans doute jeté l'œil à travers le carreau dans quelques-unes de ces boutiques devenues si nombreuses depuis qu'il est de mode d'acheter des meubles anciens, et que le moindre agent de change se croit obligé d'avoir sa chambre au Moyen Âge. C'est quelque chose qui tient à la fois de la boutique du ferrailleur, du magasin du tapissier, du laboratoire de l'alchimiste, de l'atelier du peintre. Dans ces antres mystérieux où les volets filtrent un prudent demi-jour. Ce qu'il y a de plus notoirement ancien, c'est la poussière. Les toiles d'araignée y sont plus authentiques que les guipures, et le vieux poirier y est plus jeune que l'acajou arrivé d'Amérique. Le magasin de mon marchand de bric-à-brac était un véritable capharnaüm. Tous les siècles et tous les pays semblaient s'y être donné rendez-vous. Une lampe étrusque de terre rouge posée sur une armoire de boulle au panneau d'ébène sévèrement rayé de filaments de cuivre, une duchesse du temps de Louis XV allongeait nonchalamment ses pieds de biche sous une épaisse table du règne de Louis XIII, aux lourdes spirales de bois de chêne, aux sculptures entremêlées de feuillages et de chimères. Une armure damasquinée de Milan faisait miroiter dans un coin le ventre rubané de sa cuirasse. Des amours et des nymphes de biscuits, des magots de hachine, des cornets de céladon et de craquetés, des tasses de Saxe et de vieux Sèvres encombraient les étagères et les encoignures. Sur les tables denticulées des dressoirs rayonnaient d'immenses plats du Japon aux dessins rouges et bleus, relevés de hachures d'or, côte à côte avec des émaux de Bernard Passili, représentant des couleuvres, des grenouilles et des lézards en relief. Des armoires éventrées s'échappaient des cascades de lampes à glacées d'argent, des flots de brocatelles scriblés de grains lumineux par un oblique rayon de soleil. Des portraits de toutes les époques souriaient à travers leur vernis jaune dans des cadres plus ou moins fanés. Le marchand me suivait avec précaution, dans le tortueux passage pratiqué entre les piles de meubles, abattant de la main l'essor hasardeux des basques de mon habit, surveillant mes coudes avec l'attention inquiète de l'antiquaire et de l'usurier. C'était une singulière figure que celle du marchand. Un crâne immense, poli comme un genou, entouré d'une maigre auréole de cheveux blancs, que faisait ressortir plus vivement le ton saumon clair de la peau. Il lui donnait un faux air de bonhomie patriarcale, corrigé, du reste, par le scintillement de deux petits yeux jaunes qui tremblotaient dans leur orbite comme deux louis d'or sur du vif d'argent. La courbure du nez avait une silhouette aquiline qui rappelait le type oriental ou juif. Ses mains, maigres, fluettes, veinées, pleines de nerfs en saillie comme les cordes d'un manche à violon, onglées de griffes semblables à celles qui terminent les ailes membraneuses des chauves-souris, avaient un mouvement d'oscillation sénile, inquiétant à voir. Mais ses mains agitées de tics fiévreux devenaient plus fermes que des tenailles d'acier ou des pinces de homard, dès qu'elles soulevaient quelques objets précieux. Une coupe d'onyx, un verre de Venise ou un plateau de cristal de Bohême. Ce vieux drôle avait un air si profondément rabbinique et cabalistique que l'on eût brûlé sur la mine il y a 3 siècles.
Ne m'achèterez-vous rien d'autre aujourd'hui, monsieur? Voilà un Chris malais dont la lame ondule comme une flamme. Regardez ses rainures pour égoutter le sang, ses dentelures pratiquées en sens inverse pour arracher les entrailles en retirant le poignard. C'est une arme féroce, d'un beau caractère, et qui ferait très bien dans votre trophée. Cette épée à deux mains est très belle. Elle est de Joseph de la Hera. Et cette cauchelimarde à coquille fenestrée, quel superbe travail! Non, j'ai assez d'armes et d'instruments de carnage. Je voudrais une figurine, un objet quelconque qui pût me servir de serre-papier, car je ne puis souffrir tous ces bronzes de pacotille que vendent les papetiers et qu'on retrouve invariablement dans tous les bureaux, sur tous les bureaux. Le vieux Gdôme, furetant dans les vieilleries, étala devant moi des bronzes antiques, ou soi-disant tels, des morceaux de malachite, des petites idoles hindoues ou chinoises, espèces de poussas de jade, incarnations de Brahma ou Vishnu, merveilleusement propres à cet usage, assez peu divin de tenir en place des journaux et des lettres. J'hésitais entre un dragon de porcelaine, tout constellé de verrues, la gueule ornée de crocs et de barbelures, et un petit fétiche mexicain, fort abominable, représentant au naturel le dieu Vispilutzili. Quand j'aperçus un pied charmant, que je pris d'abord pour un fragment de Vénus antique. Il avait ces belles teintes fauves et rousses qui donnent au bronze florentin cet aspect chaud et vivace, si préférable au ton vert de grisé des bronzes ordinaires, qu'on prendrait volontiers pour des statues en putréfaction. Des luisants satinés frissonnaient sur ces formes rondes et polies par les baisers amoureux de 20 siècles. Car ce devait être un airain de Corinthe, un ouvrage du meilleur temps, peut-être une fonte de Lysippe. Ce pied fera mon affaire, dis-je, marchand, qui me regarda d'un air ironique et sournois, en me tendant l'objet demandé pour que je puisse l'examiner plus à mon aise. Je fus surpris de sa légèreté. Ce n'était pas un pied de métal, mais bien un pied de chair, un pied embaumé, un pied de momie. En regardant de très près, l'on pouvait distinguer le grain de la peau et la gaufrure presque imperceptible imprimée par la trame des bandelettes. Les doigts étaient fins, délicats, terminés par des ongles parfaits, purs et transparents comme des agates. Le pouce, un peu séparé, contrarié, heureusement le plan des autres doigts à la manière antique, et lui donnait une attitude dégagée, une sveltesse de pied d'oiseau. La plante, à peine rayée de quelques hachures invisibles, montrait qu'elle n'avait jamais touché la terre, ne s'était trouvée en contact qu'avec les plus fines nattes de roseaux du Nil et les plus moelleux tapis de peau de panthère. Vous voulez le pied de la princesse Hermontis dit le marchand, avec un ricanement étrange, en fixant sur moi ses yeux de hibou. Pour un serre-papier, idée originale, idée d'artiste, qui aurait dit au vieux pharaon que le pied de sa fille adorée servirait de serre-papier, l'aurait bien surpris, lorsqu'il faisait creuser une montagne de granit pour y mettre le triple cercueil peint et doré, tout couvert d'hiéroglyphes, avec de belles peintures du jugement des âmes, ajouta à demi-voix, et comme se parlant à lui-même, le petit marchand singulier. Combien me vendrez-vous ce fragment de momie? Oh, le plus cher que je pourrais, car c'est un morceau superbe. Si j'avais le pendant, vous ne l'auriez pas à moins de 500 francs. La fille d'un pharaon, rien n'est plus rare. Assurément, cela n'est pas commun. Mais enfin, combien en voulez-vous? D'abord, je vous avertis d'une chose, c'est que je ne possède pour trésor que 5 louis. J'achèterai tout ce qui coûtera
5 louis, mais rien de plus. Vous scruteriez les arrière-poches de mes gilets et mes tiroirs les plus intimes, vous n'y trouveriez pas seulement un misérable tigre à 5 griffes? 5 louis, le pied de la princesse Hermontis? C'est bien peu, très peu en vérité, un pied authentique, dit le marchand, en hochant la tête et en imprimant à ses prunelles un mouvement rotatoire. Allons, prenez-le et je vous donne une enveloppe par-dessus le marché, ajouta-t-il, en le roulant dans un vieux lambeau de damas. Très beau damas, véritable, véritable damas des Indes, qui n'a jamais été reteint. C'est fort, c'est moelleux, marmonnait-il, en prenant ses doigts sur le tissu éraillé par un reste d'habitude commerciale qui lui faisait vanter un objet de si peu de valeur qu'il le jugeait lui-même digne d'être donné. Il coula les pièces d'or dans une espèce d'aumônerie du Moyen-Âge pendant à sa ceinture et en répétant le pied de la princesse Hermontis servir de serre-papier. Puis, arrêtant sur moi ses prunelles phosphoriques, il me dit avec une voix stridente, comme le miaulement d'un chat qui vient d'avaler une arête: le vieux pharaon ne sera pas content. Il aimait sa fille, ce cher homme. Vous en parlez comme si vous étiez son contemporain. Quoique vieux, vous ne remontez cependant pas aux pyramides d'Égypte, lui répondis-je en riant du seuil de la boutique. Je rentrai chez moi, fort content de mon acquisition. Pour la mettre tout de suite à profit, je posai le pied de la vitrine de la divine princesse Hermontis sur une liasse de papier, ébauche de vers, mosaïques, indéchiffrables, d'oratures, articles commencés, lettres oubliées et mises à la poste dans le tiroir, erreur qui arrive souvent aux gens distraits. L'effet était charmant, bizarre et romantique. Très satisfait de cet embellissement, je descendis dans la rue et j'allais me promener avec la gravité convenable et la fierté d'un homme qui a sur tous les passants qu'il coudoie l'avantage ineffable de posséder un morceau de la princesse Hermontis, fille de Pharaon. Je trouvais souverainement ridicule tous ceux qui ne possédaient pas, comme moi, un serre-papier aussi notoirement égyptien. Et la vraie occupation d'un homme censé me paraissait d'avoir un pied de momie sur son bureau. Heureusement, la rencontre de quelques amis vint me distraire de mon engouement de récent acquéreur. Je m'en allai dîner avec eux, car il m'eût été difficile de dîner avec moi. Quand je revins le soir, le cerveau marbré de quelques veines de gris de perles, une vague bouffée de parfum oriental me chatouilla délicatement l'appareil olfactif. La chaleur de la chambre avait attiédi le narin, le bitume et la myrrhe dans laquelle les paraschistes inciseurs de cadavres avaient baigné le corps de la princesse. C'était un parfum doux, quoique pénétrant, un parfum que 4000 ans n'avaient pu faire évaporer. Le rêve de l'Égypte était l'éternité. Ces odeurs ont la solidité du granit et durent autant. Je bus bientôt à pleine gorge dans la coupe noire du sommeil. Pendant 1 heure ou 2, tout resta opaque. L'oubli et le néant m'inondaient de leurs vagues sombres. Cependant, mon obscurité intellectuelle s'éclaira. Les songes commencèrent à m'effleurer de leur vol silencieux. Les yeux de mon âme s'ouvrirent et je vis ma chambre telle qu'elle était effectivement. J'aurais pu me croire éveillé, mais une vague perception me disait que je dormais et qu'il allait se passer quelque chose de bizarre. L'odeur de la myrrhe avait augmenté l'intensité et je sentais un léger mal de tête que j'attribuais fort raisonnablement à quelques verres de vin de champagne que nous avions bu aux dieux inconnus et à nos succès futurs. Je regardais dans la chambre avec un sentiment d'attente que rien ne justifiait. Les meubles étaient parfaitement en place, la lampe brûlait sur la console, doucement estompée par la blancheur laiteuse
de son globe de cristal dépoli, les aquarelles miroitaient sous leur verre de bohème, les rideaux pendaient languissamment, tout avait l'air endormi et tranquille. Cependant, au bout de quelques instants, cet intérieur si calme parut se troubler. Les boiseries craquaient furtivement, la bûche enfouie sous le cendre lançait tout à coup un jet de gaz bleu, et les disques des patères semblaient des yeux de métal attentifs, comme moi, aux choses qui allaient se passer. Ma vue se porta par hasard vers la table sur laquelle j'avais posé le pied de la princesse Hermontis. Au lieu d'être immobile, comme il convient à un pied d'embaumé depuis 4000 ans, il s'agitait, se contractait et sautillait sur les papiers. Voilà, c'était la nouvelle fantastique qui s'appelle Le pied de momie, écrite par Théophile Gautier. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'à la fin de cette lecture. D'autres nouvelles sont disponibles dans la playlist de la classe de quatrième, français classe de quatrième. Je vous invite à les découvrir ou à les redécouvrir si vous les avez déjà lus. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour me faire part de vos impressions suite à cette lecture et gratifier mon travail par un petit pouce sur cette vidéo. Excellente fin de journée et à très bientôt.